Arme de poing, gilet pare-balles renforcé et casque lourd. Des gendarmes d'élite se préparent pour une opération à haut risque. À la tête de l'opération, l'adjudant-chef Romuald Montardi, 46 ans. Allez, allez, vous préparez les enfants. Après un mois d'enquête, il espère ce matin interpeller un gang de dangereux malfaiteurs. Bon, tous les portables de Méga sont en vibreur. Ouais. Je préfère demander parce que c'est arrivé une fois. Les suspects sont armés. Alors c'est une unité de choc de la gendarmerie qui va intervenir. Ok, nickel. Ok. Bon, quand nous on démarre la colonne, je te préviens. Je te dis, il est rentré assez tard, je sais pas si... Toute l'opération repose sur l'effet de surprise. Pour cueillir les malfaiteurs au saut du lit, il faudra enfoncer les portes. Ah, voilà. Pour moi, la porte elle est blindée. Est-ce que tu as fait la vérif? Il n'y a rien qui nous laisse supposer qu'elle est blindée. Ouais. Tu la travailles comment? De cartouches de 12, ouais. bélier, et puis... Ok. Et puis voilà. Bouclier en avant. Ouais, ouais. D'accord. Allez, sois fort, hein. Toutes les équipes se mettent en place. 40 gendarmes sont mobilisés. Cette interpellation, c'est le point final d'un mois de travail acharné. Une affaire pleine de rebondissements que nous avons suivie au jour le jour, au cœur de l'enquête. Tout a commencé il y a un mois, ici, à la gendarmerie de Brignoles. L'adjudant-chef Romuald Montardi, gendarme depuis 30 ans, est enquêteur à la brigade de recherche. Si l'ordi va bien marcher. Romuald a débuté sa carrière en tenue, comme ses 140 collègues de la compagnie de Brignoles, chargés des patrouilles. À 46 ans, ce fin limier est désormais spécialiste des dossiers les plus graves, meurtres, braquages ou violences. Oui, bonjour, monsieur Montardi, à la gendarmerie de Brignoles. Avec son équipe, il a déjà élucidé plus d'une centaine d'affaires. Son territoire, l'arrière-pays varois, 2000 km² entre Aix-en-Provence, Toulon et Draguignan. Un paysage de cartes postales parsemé de petits marchés provençaux et de jolies villas, parfois très isolées. Ici, le nombre de cambriolages explose, 45% de plus en un an, 3 fois plus que la moyenne nationale. Pas de souci. Et justement, ce matin, c'est sur un nouveau cambriolage que Romuald est appelé en urgence. Direction Riance, une petite commune à 50 km au nord de Brignoles. Une agression très violente vient d'avoir lieu il y a quelques heures. L'affaire est si grave que la gendarmerie locale de Riance a besoin de Romuald et de toute son expérience d'enquêteur. Salut la miss. Romuald commence par récupérer les premiers éléments auprès de la patrouille qui s'est rendue sur place la nuit dernière. Cette nuit, 3h20, le COG nous appelle. Ouais. Agression à domicile. Arrivé sur les lieux, donc j'ai pris contact avec la famille, donc un couple. La femme très perturbée, donc j'ai fait appel aux pompiers. Les victimes sont sous le choc. 2 hommes cagoulés, armés et très violents ont fait irruption à leur domicile vers 3 h du matin. 2 mecs. Ouais, 2 mecs. Voilà, Est-ce que les victimes ont été... Est-ce qu'ils ont reçu des coups? Oui. Ouais, donc les victimes, surtout le monsieur me parle d'un individu armé, donc qui a sorti à plusieurs reprises une arme, revolver type 357, d'après la victime. Il y a les photos si tu veux. Ouais. Sa collègue a pris des photos de la scène. Romuald découvre la maison cambriolée et les victimes de l'agression. Cet homme et sa femme, un couple de retraités. Ainsi que cet oncle de 75 ans, de passage dans la région. Les témoignages des victimes sont les premiers éléments de l'enquête. Romuald veut connaître les moindres détails. Voici ce que le propriétaire des lieux a déclaré aux gendarmes. J'entends taper à la porte. J'ouvre la porte
Et je me retrouve avec deux individus face à face. Voilà. Et c'est là où on a commencé à s'enchaîner en bagarre, c'est parti jusqu'à là-bas au fond. Là. Comment ils étaient? Mais cagoulés. Cagoulés. Un il était cagoulé et l'autre il était avec un bas blanc. Ils étaient armés? Ouais. Deux agresseurs. Celui à la cagoule dirige les opérations. L'autre, un bas blanc sur la tête, se montre particulièrement violent. Ils m'ont fait rentrer. Là, il y avait le tonton qui est venu, de la chambre d'amis qu'on a, et il est venu. Il a dit qu'est-ce qui se passe. Et l'individu qui avait le bas blanc, il a commencé à le frapper. Bon, après on a été dans la chambre. Et ils ont sorti tout en disant on cherche le coco que tu vends à mon petit frère. Voilà. Et nous on ne comprenait rien, coco, on ne comprenait rien. Bon, écoute, Du coco, c'est-à-dire de la cocaïne. Les agresseurs sont donc à la recherche de stupéfiants. D'ailleurs, ils fouillent chaque pièce méthodiquement. ils ont regardé un peu dans tous les tiroirs, pareil. Ils en profitent pour dérober des bijoux et ce vieux pistolet de collection. Des pièces à conviction qui vont se révéler importantes pour la suite de l'enquête. Mais les deux malfrats ne trouvent pas de cocaïne. Ils deviennent alors très agressifs. Je voyais que son collègue, ils m'ont laissé ma femme et le tonton. Où ça? Ici, ils étaient assis, ma femme là et le tonton là. J'ai dit au mec, j'ai dit à celui qui était avec moi, j'ai dit peut-être c'est dans ma chambre. Parce que je voyais le truc tourner mal vis-à-vis de ma femme et du tonton. C'est-à-dire? Il commençait à frapper d'une force. Voilà. Sur le visage? Sur le visage, des coups de tête. Ma femme lui tapait comme ça derrière la tête. Bon, voilà. Quand je l'ai vu distrait, le mec, je l'ai achopé. Là, je me suis bagarré avec lui. Je l'ai achopé et je lui ai donné des coups, et je l'ai décagoulé là. Dans la bagarre, l'agresseur perd sa cagoule et la victime aperçoit son visage. Et il est parti, il a ouvert la fenêtre. Comme il a ouvert la fenêtre, je l'ai pris en poids, là, comme ça, là. Et je l'ai défenestré, là, et je l'ai jeté en bas, là. Paniqués, les deux agresseurs prennent la fuite et ils laissent derrière eux les trois victimes choquées par ce face-à-face avec des hommes armés. Quand on était dans la chambre, qu'il m'a mis le pétard là comme ça, il m'a dit on va te tirer une balle dans la jambe et après mon collègue il va finir les deux autres. Vous avez eu peur? Ah oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Un réveil comme ça, je ne souhaite même pas mon pire ennemi, quoi. Ces retraités sont-ils vraiment mêlés à un trafic de cocaïne? Ils n'ont pas vraiment le profil de barons de la drogue, alors les agresseurs se seraient-ils trompés de maison? L'enquête de Romuald peut commencer. Donc ça, c'est la cagoule qui a été mise sous scellé. Ok. Donc il faudrait la faire parvenir À les au feuilles. laboratoire pour qu'ils puissent nous faire de suite l'analyse. Son seul élément matériel tient dans cette enveloppe Kraft. Il s'agit de la cagoule perdue dans la bagarre par l'un des malfaiteurs. Bah, une cagoule arrachée sur l'auteur d'un fait. À mon avis, on va trouver de l'ADN, c'est... Allez, plus que certain. Romuald espère que l'agresseur a laissé des cheveux ou de la sueur sur cette cagoule. Cela pourrait permettre de l'identifier grâce à son ADN. Côté, donc, t'as une table de Il l'envoie en urgence pour examen dans un laboratoire de police scientifique. Mais il veut aussi en savoir un peu plus sur les victimes. La famille. Antécédent famille. Est-ce qu'on a quelque chose? Famille connue, pas connue? La famille n'est pas connue de la brigade. Après, bon, on a des pistes qui s'orientent un petit peu vers le fils. C'est qui celui-là? C'est Il est connu? donc il n'est pas connu directement des services, mais il traîne avec eux des gens de Riens, quoi. D'accord, ok. Le fils des victimes, 22 ans, était absent du domicile au moment de l'agression. Il aurait donc de mauvaises fréquentations. Mais y a-t-il pour autant un lien avec l'agression de ses parents? Pour le savoir, Romuald décide d'interroger sa mère. Il la convoque à la gendarmerie quelques heures plus tard. Allez, salut, asseyez-vous. L'enquête va vraiment démarrer.
Pour l'assister, Romuald a fait venir son coéquipier. Enquêteur lui aussi, ils travaillent ensemble depuis 10 ans. Est-ce que, depuis l'agression, vous avez entendu parler de quelque chose? Est-ce que des voisins ont parlé ou... Des rumeurs avec votre fils? Il s'est pas confié, votre fils? Il se confie pas mal à vous? Je sais qu'avec le père c'est un peu délicat, mais avec vous, il s'est pas un peu confié? Moi, je discutais avec lui. Je pense qu'il devait de l'argent, mon fils. Mais... Le jeune homme est ouvrier sans emploi. Sa mère ignore s'il se drogue. Ce qu'elle sait en revanche, c'est qu'il doit de l'argent à ses amis. Une première piste pour Romuald. Un règlement de compte avec un créancier mécontent. Il devait que 300 €. Est-ce que, honnêtement, est-ce qu'il n'y avait que 300 €? Est-ce que vous ne minimisez pas la somme? Il faut nous le dire, ça. Si jamais c'était 3000 ou 1000 ou 500 ou je sais pas. Après, il devait 60 € à une autre personne. Il en est à combien, là? À 200 €. Il reste 200 € à payer? À 200 € parce que... Et 60 € compris? Oui, oui. Est-ce que vous croyez que pour 200 €, on va aller agresser des gens à leur domicile à 3 h du matin? Je sais pas. Je vous pose des questions. Moi, je connais pas votre vie, hein, madame. Enfin, celle de votre fils. Ce que je souhaite, là, quand je vous pose des questions indiscrètes comme ça, c'est qu'il n'y ait pas 4000, 5000, 2500 € à sortir, je sais pas. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Si c'est le cas, il faut qu'on le sache. Parce qu'on on augmente dans les degrés de dangerosité. D'un côté, un fils qui a des dettes. De l'autre, des agresseurs qui cherchaient de la cocaïne. Y a-t-il un lien? C'est ce que l'enquêteur veut absolument éclaircir. 60 €, c'est allez, 3 barrettes de shit. C'est une dose de coke. Maintenant, si jamais c'est 6000 €, ça commence à faire. Il nous a dit qu'il a emprunté de l'argent pour s'acheter des cigarettes, pour mettre de l'essence dans sa voiture. Voilà. Bon, après, il a retiré beaucoup d'argent de son compte. La mère du jeune homme n'a rien de plus à déclarer. Vous signez comme un chèque. Pas de quoi faire avancer l'enquête de Romuald. Son seul espoir pour l'instant, c'est que l'analyse de la cagoule le mette sur une piste. Et c'est à 60 km de Brignoles, à Aix-en-Provence, que tout va se jouer. Dans ce laboratoire de la police scientifique, l'enveloppe scellée vient d'arriver entre les mains de Laurent Breugnot, expert en génétique. Cette cagoule, c'est le seul élément matériel retrouvé sur les lieux de l'agression. Il va falloir la manier avec d'infinies précautions. On peut contaminer le scellé, c'est-à-dire mettre notre ADN en plus de celui de l'auteur qui rendrait un mélange inexploitable, non interprétable. Une négligence peut faire rater une affaire de gendarmerie. Une fois équipé, Laurent observe la cagoule sous toutes les coutures. Donc on fait une première recherche à l'œil nu de la cagoule. On recherche les traces qui peuvent être visibles, des taches rougeâtres, des taches blanchâtres ou des éléments pileux. Mais rien de visible. Romuald risque d'être déçu. À moins que... On va utiliser un appareil qui délivre une lumière ultraviolette. Et cette lumière ultraviolette va venir exciter certains types de traces biologiques comme le sperme, la salive, le sueur. Donc on va pouvoir les visualiser à la surface de l'objet. Et grâce aux ultraviolets, Laurent remarque immédiatement une tache intéressante. On a des zones qui donnent une fluorescence blanche qui correspondent en fait à des traces de sueur, donc de sueur du porteur de la cagoule. C'est dans cette tache de sueur que Laurent va chercher l'ADN de l'agresseur. Donc là, j'enlève un petit morceau de cagoule pour récupérer les cellules qui sont incrustées dans le tissu. Ce morceau de tissu passe ensuite dans toute une série de machines. Une étuve à 56 degrés, une centrifugeuse et un amplificateur. Après 8 heures d'analyse, les traces ADN se révèlent parfois inexploitables. Laurent Breugnot est anxieux dans l'attente du résultat. C'est notre petit côté d'adrénaline. Nous, pour les analyses, c'est ce qui fait qu'on plonge dans le dossier. C'est la surprise.
on espère qu'on aura un profil génétique. Et là, on voit qu'on a un magnifique profil génétique. Sur cet écran, la signature du suspect. Une empreinte génétique, représentée ici sous la forme d'une courbe dont le tracé est unique pour chaque individu. L'individu est XY, un homme. L'agresseur est bien un homme. Reste à découvrir son identité et rien n'est encore gagné. Pour cela, l'expert envoie le profil génétique à un fichier central du ministère de l'Intérieur. Peut-être correspondra-t-il à un profil déjà répertorié. Car les individus qui ont eu affaire à la justice pour une affaire grave sont fichés. Si l'homme a déjà commis un délit de ce type, Romuald connaîtra son nom. Sinon, il repart à zéro. Le lendemain matin, Romuald a retrouvé son bureau à la brigade de recherche de Brignoles. Est-ce qu'on va avoir des bonnes nouvelles, les enfants? Et il est un peu fébrile. On a les résultats IFEG du labo. Concernant les recherches ADN sur la cagoule. Alors, le rapport établi par l'expert. Qui est l'étude complète? Ah. L'heureux élu. Alors, on a un monsieur qui correspond parfaitement à l'ADN prélevé dans la cagoule de l'agresseur. Eh ben bingo. L'enquête vient de faire un pas de géant. Le suspect est donc un récidiviste. Pour savoir quel délit il a commis, Romuald entre son nom dans un autre fichier, celui de la gendarmerie, le Judex, où figure le passé de chaque délinquant. Donc là, je vais rebondir sur le fichier informatique de la gendarmerie. Alors, l'individu, 3 affaires de stup connues, mais déjà dans le trafic de stupéfiants. Il habite sur... c'est à proximité des lieux des faits de Riance. Grâce à ce fichier, l'adjudant-chef va découvrir l'adresse du suspect, mais aussi de précieuses informations, comme sa photo. L'homme a 30 ans, il a déjà été condamné pour trafic de stupéfiants. Avant de l'interpeller, Romuald veut en savoir plus sur ses fréquentations. Il appelle alors la gendarmerie de la petite commune où il habite. Allô? Ouais, salut, l'adjudant-chef Montardier à la bière de Brignoles. Est-ce que tu peux me dire si tu connais l'intéressé ou pas? Ouais, ok, ouais. Ouais, il circule avec quelle voiture, ce gazier-là? Une vie. On dit à 3 noirs. Ouais. Ah, il n'a plus de permis, d'accord. Ok. T'as des procédures en archive ou autre qui pourraient me permettre d'établir, je sais pas, un numéro de téléphone ou autre? Ah, t'as un numéro de téléphone, ok, vas-y. 06... Le numéro de portable de l'homme à la cagoule, une information essentielle. Ciao, à plus. On va faire une étude de ce portable. Voir si ça peut nous amener du relationnel, des lieux où il a pu appeler ou autre, pour voir si ça peut nous amener des éléments positifs sur notre enquête. Romuald lance une procédure redoutable, la recherche des fadettes, les facturations détaillées. Par mail, il contacte l'opérateur téléphonique qui gère la ligne du suspect. Celui-ci devra fournir la liste de tous les appels émis ou reçus sur ce numéro. Réponse urgente souhaitée. Le lendemain matin, à la première heure, l'enquêteur retourne à Riance, la commune de l'agression. Pour être sûr qu'il est sur la bonne piste, il veut que la victime identifie formellement le porteur de la cagoule. Allez, rentrez, monsieur. Asseyez-vous. Donc, ce que nous allons faire aujourd'hui, les investigations, on a pas mal avancé. Oui. On va vous présenter une planche photo de différents individus. Donc vous avez vu le visage de l'intéressé, surtout d'un auteur. Tout à fait. Cette série de photos représente des individus pris au hasard. Mais parmi eux, il y a le suspect qu'il a identifié.
Vous venez avec moi? D'accord. Vous prenez tout votre temps. Vous regardez. Je l'interpelle de suite. D'accord. Et immédiatement, l'hypothèse se confirme. Le 05 53 32 10. L'individu qui vous interpelle, sur une échelle de 10. Je vous dirais 9-9. 9-9? Ah ouais. C'est mieux que l'ADN, ça? D'accord. Ok. La victime reconnaît son agresseur et le confirme par une déposition écrite. On est vraiment froid. On va aller tranquillement. Ça marche. Merci à vous. Une pièce qui pèsera lourd dans ce dossier. Avant d'interpeller son suspect numéro 1, Romuald veut à tout prix identifier son complice. Selon les victimes, l'homme est violent et il court toujours dans la nature. Pour l'instant, l'enquêteur n'a aucun élément pour remonter jusqu'à lui. Les victimes n'ont pas vu son visage. Alors comment va-t-il s'y prendre? Retour à la brigade de recherche de Brignoles. Romuald compte beaucoup sur les facturations détaillées de l'homme à la cagoule. Mais l'opérateur téléphonique n'a pas répondu à sa demande. Il va devoir insister. Oui, bonjour, monsieur Montardier, la gendarmerie de Brignoles. Oui, je vous me permets de vous téléphoner. On vous a transmis le 1er février une réquise qui était très urgente. J'ai essayé de téléphoner déjà vendredi et j'avais rien. Et là, on ouvre à 9h30. Enfin, c'est juste pour info. Ouais. D'accord. Ok. Voilà. Non, mais je comprends bien, madame. Comprenez, C'est pas la sauvegarde de la vie humaine. comprenez mon souci également que... Je regarde quand même. Donc, Merci. Je connais le nom du titulaire. Et c'est une fadette du 20 janvier au 23. D'accord. C'est bon, je vous l'envoie, monsieur. Merci beaucoup, madame. Excusez-moi encore. Bonne journée. Voilà. Merci. Au revoir. Il peut toujours se battre? C'est régulièrement. Bon, c'est vrai qu'ils reçoivent à peu près 1000 réquisitions par jour, donc c'est au niveau national. C'est pas évident et à chaque fois, faut expliquer le pourquoi du comment. On a besoin de rapidement. Mais c'est toujours urgent pour eux. En insistant, l'adjudant-chef obtient ce qu'il veut en quelques minutes. Laissez faire, je l'ai. Je vais aller la sortir. Voici donc la fameuse fadette. La liste de tous les coups de fil passés et reçus par le suspect numéro 1 sur son téléphone portable. Et immédiatement, un détail intrigue Romuald. Je vois qu'il y a des téléphones qui sont en contact avec lui au moment des faits, sur les lieux des faits, au moment de l'agression. La nuit des faits, on revoit le même numéro qui est à 3h21, 3h22. Juste après l'agression, à 3h17, 3h21 et 3h22, l'homme à la cagoule a appelé le même numéro. Qui est ce mystérieux correspondant et est-il lié à l'affaire? Est-ce que Ernest est là ou Johan sont là, s'il vous plaît? Romuald rappelle aussitôt l'opérateur pour tenter d'identifier. D'accord. Ça s'écrit? Il réclame également sa facturation détaillée. En insistant encore une fois, il la reçoit 2 heures plus tard. Et c'est de la part de qui? Ça, c'est de la part de... Mais les fadettes ne donnent pas que l'heure et le numéro de téléphone appelé. Elles indiquent aussi le lieu de la communication. Les enquêteurs peuvent donc localiser ce mystérieux correspondant la nuit de l'agression. Et là, surprise. 3h17, Riance? Qu'est-ce que tu me dis? Ah, merde. Riance, là. Signé sur Riance. Donc on peut prétendre que les deux, ils sont ensemble, sur la même commune. À 3h17, 3h21 et 3h22, le correspondant est lui aussi à Riance. Et la remonte. Elle est bonne, cette fadette? Ah bah elle est excellente. Elle est pas bonne, elle est excellente, parce que ça confirme le binôme. Il va falloir qu'il s'explique. Pourquoi il était là-bas. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Romuald tient maintenant un deuxième suspect. Il contacte aussitôt les gendarmes de la commune où il habite pour savoir s'ils le connaissent. Seule information qu'il obtient, une copie de son permis de conduire. L'homme a été verbalisé récemment, ce qui permet aux enquêteurs de découvrir son visage. Ce serait donc lui l'homme de main, particulièrement violent selon les victimes.
Mais alors pourquoi les deux agresseurs qui étaient ensemble se sont-ils téléphonés après leur forfait? Romuald a sa petite idée. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi le scénario pour toi? Et hypothèse de travail. Moi j'en ai une. Je te fais le pari que j'ai raison. Ils tapent le couple et ils s'arrachent, ils sont paumés, ils se contactent, ils sont paumés, ils se rejoignent à un endroit ici à Riance, c'est pour ça qu'ils s'appellent. Et après ils s'arrachent de Riance. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est cohérent par rapport Tu à vois- la téléphonie. Tu vois d'autres personnes rentrer dans le scénario? Il n'y a personne. En défenestrant l'un des agresseurs, le propriétaire de la maison aurait donc obligé le suspect numéro 1 et son homme de main à s'enfuir chacun de leur côté et à se téléphoner pour organiser leur retraite. 3 coups de fil de quelques secondes qui risquent de leur coûter cher aujourd'hui. Reste une énigme. Pourquoi ce duo s'est-il attaqué au couple de retraités? Cela fait une semaine qu'il enquête et Romuald a fait une intéressante découverte. Le fils des victimes a lui-même été menacé par 2 hommes quelque temps auparavant. S'agit-il des individus qui ont agressé ses parents? Pour le savoir, l'enquêteur l'a convoqué à la gendarmerie. Tiens, assieds-toi. Ça va? Et vous? Voici le jeune homme, un ouvrier de 22 ans. Toi, t'as pas été témoin de l'agression proprement dit. Non. Donc toi, tu peux nous confirmer Une photo. s'il s'agit des gars qui t'ont menacé quelque temps avant. Quelque temps avant, c'était combien de temps avant à peu près? C'est On n'est pas à un jour près, hein? 4 mois. 4 mois avant. 4 secondes. D'accord. Tu peux me confirmer qu'est-ce qu'ils avaient comme bagnole? Ben moi, je les ai vus tout le temps. Est-ce que c'est les mecs? Pour vérifier leur hypothèse, il lui présente les photos des suspects. C'est à moi? Ouais. Je crois. Bon, on va te montrer des photos. Oui. Tu te concentres. Nous, on te dit rien. Voilà. Tous ces individus, s'il y en a qui te parlent. Que ce soit dans l'environnement de Riance, que ce soit dans les gars qui t'auraient menacé, quoi que ce soit. Oui. Lui, L'homme à la cagoule. il fait partie des 2 individus qui t'a menacé. Ouais, lui, oui. C'est ça. Voilà. D'accord. Et il était accompagné d'un autre gars. Oui, grand, Ouais. costaud, Ouais. avec il avait une balafre côté droit, Ouais. ici. Ouais. Une tête qui faisait assez peur. D'accord. Alors ça, c'est le 2e individu. Ouais, c'est lui. Et l'homme de main. Sûr et certain. Ça, c'est lui qui est venu te menacer en compagnie de En l'autre. compagnie de lui. T'es sûr de... Ah, certain. Certain? Je suis sûr et certain. D'accord. Il s'agit bien des mêmes individus. Il y a donc un lien entre le fils et l'agression des parents. Je marquais, c'est celle qu'elle a. Les gendarmes sont convaincus. Le jeune homme en sait plus qu'il veut bien le dire. Ils vont tenter de le déstabiliser. Ils me menaçaient, c'est ça? Oui. Cet été? Cet été, à Riance. Menacé, pourquoi? Parce que tu devais de l'argent? Non, par rapport à de la drogue. Tu lui devais de la drogue? Non, qui était en fait que j'avais vendu. C'était quoi comme type de drogue? C'était du shit, de l'extra, de la coke? Du shit. Pour combien? On avait pris pour, je crois, 800 €. 800 € de shit. C'était de mauvaise qualité? Ouais. Donc toujours ici, pour revenir sur Le jeune homme aurait vendu aux agresseurs du cannabis de mauvaise qualité. Mais voilà, les gendarmes en connaissent un rayon. Ils sentent que cette version cloche. La mauvaise qualité, c'est pas le shit. Le shit, il n'y a pas de mauvaise Il y a qualité. pas- c'est- Ça se fume, on s'en bat. C'est du C, c'est du C what? La mauvaise qualité, c'est quoi? Tu veux, c'est comme moi. Oui, oui. Bon, alors, dis la vérité, arrête de nous trimballer parce que ça commence à me fatiguer. Tu sais quoi, je vais te dire. On est bien gentil jusqu'à maintenant, mais il y a un moment où je vais te filer en garde à vue. Parce que de nous balancer des conneries toutes les 3 secondes, ça fatigue un peu. D'accord? Nous, on veut bien travailler pour les gens qui ont agressé tes parents, à cause de toi. On est bien d'accord? Donc toi, tu te dois de nous dire la vérité. C'est où tu veux pas. D'accord? Mais nous trimballe pas parce que ça use un peu les nerfs. Le jeune homme avoue être un petit revendeur de cocaïne, la drogue que recherchaient justement les agresseurs chez ses parents. Mais selon les enquêteurs, il minimise l'ampleur de son trafic.
Il y avait combien de produits tu leur as vendus à ces mecs? La coque, combien? J'avais presque 1 gramme. Pardon? 1 gramme? Pardon? 1 gramme. Non mais attends, tu nous prends pour des jambons. À 3 h du matin, on va agresser des gens pour 1 gramme? Non, pas 1 gramme, mais 1 kilo plutôt. Ah, attends. Ah oui, c'est vrai que entre 0,1 et 1000 grammes, ouais, c'est sûr. Non, j'avais. Ah, déconne pas, attends. J'avais 1 kilo. Combien d'argent ils t'ont payé pour avoir 1 kilo? J'avais. Je vais avoir 2500 €. Bon alors je t'explique. Le kilo de cocaïne, ça se vend 30 000 €. En gros. Le kilo? Ah oui, le kilo c'est 30 000 €. 30 000 €. C'est pas 1 500 €. C'est 30 000 €. Moi je sais que j'ai eu. Ah mais d'accord, mais attends. Attends, Oui, t'as vendu du talc ou quoi? Ah non, je sais pas, moi je sais même pas ce que c'est ce truc, donc c'est... Moi j'ai le sentiment, tu vois, au départ je pensais que t'étais un gamin qui jouait avec nous. Et là je commence à avoir le sentiment que t'es en train de nous embrouiller là. Non, je vous embrouille pas du tout. Le jeune homme est désormais dans le collimateur des gendarmes. Allez vas-y, on remonte. Il est assez mythomane. Il aurait vendu du produit qui n'était pas trop de bonne qualité à des individus. Ensuite, est-ce qu'il est dealer lui-même? Pour de tierces personnes, on l'ignore. Est-ce que lui, son dealer proprement dit, a prévenu un binôme d'agresseurs qui avait des stupéfiants chez lui, qui eux ont voulu récupérer le produit? On n'en sait toujours rien. Et puis ça, ce sera la fin de l'enquête et puis le déroulement de l'enquête qui va nous l'apporter. Mais pour l'heure, il y a une urgence. Mettre sous les verrous 2 hommes armés et violents. Pour les confondre, Romuald veut accumuler contre eux un maximum de preuves. Il a donc demandé à tous les gendarmes de la région de le tenir au courant de leurs moindres faits et gestes, une stratégie qui va s'avérer payante. Deux jours plus tard, coup de chance. Le suspect numéro 1, celui qui a perdu sa cagoule, vient de faire l'objet d'un contrôle routier. Il n'a pas pu présenter les papiers de son véhicule, il est convoqué aujourd'hui à la gendarmerie de sa commune. On va essayer de le prendre en surveillance physique. On va essayer de se mettre en place à proximité de la brigade, attendre qu'il arrive et voir les points de chute sur lesquels il peut aller aujourd'hui. Il est possible qu'il vienne accompagné peut-être d'un autre individu qui pourrait nous intéresser dans notre enquête. Le suspect doit donc se présenter à 14 h dans cette gendarmerie. Les enquêteurs arrivent dès le matin parce qu'un détail les intrigue. Ils le savent, l'agresseur à la cagoule n'a plus de permis de conduire. Alors qui conduisait sa voiture lors du contrôle routier? Et tu l'as pas pris en entrepôt? Alors ça, c'est l'individu qui conduisait la voiture hier soir, qui nous intéresse pour voir l'environnement. Et un détail attire immédiatement l'attention de Romuald. Sur la photocopie de son passeport, un numéro de portable noté par les gendarmes. En épluchant les facturations détaillées du suspect numéro 1, Romuald s'aperçoit qu'il a également contacté ce 3e homme, quelques heures avant l'agression à Riance. Ce portable est quand même contacté le jour de l'agression. Donc on va s'intéresser fortement à cet individu. L'homme est déjà fiché, il est sans emploi, il a 25 ans. Il est déjà connu? Ah oui, il est en Judex, hein. Cambriolage, vol avec effraction, vol de tombeau. Oui, il a fait des cambus, il a fait un peu de tout. Hein. Ce monsieur est SDF. Donc on va peut-être avoir du mal à le localiser au niveau domicile, mais bon... Il dort dans sa voiture. Il dort dans la voiture. Donc on va voir un petit peu si... Bon, il m'a dit qu'il était hier, enfin, ses déclarations, hein, Ouais. il dit qu'il dort dans sa voiture, il a une 405 et elle est stationnée sur le parking de... Ok, je te fais une photocopie de ça. Vas-y. Le nouveau suspect conduit la voiture de l'homme à la cagoule. Les deux individus se sont parlé le soir de l'agression. Pour Romuald, c'est assez pour l'interpeller. Oui, largement. L'intérêt de son interpellation, c'est de connaître tous les déplacements. C'est son chauffeur attitré, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et il est possible qu'il soit sur l'agression avec en tant que chauffeur ou même co-auteur. Il n'y a plus 2, mais 3 agresseurs présumés. L'homme à la cagoule, l'homme de main et le chauffeur. Serait-il encore sur un coup? Romuald veut le vérifier en prenant en filature le suspect numéro 1. Et justement, 14 h approchent. L'enquêteur a tout juste le temps de se mettre en planque dans sa voiture. Et l'homme vient présenter ses papiers à la gendarmerie.
Voici donc l'individu, trahi par son ADN et sa cagoule, perdu le soir de l'agression. Son rendez-vous dure quelques minutes et il repart aussitôt. Détail intéressant pour les gendarmes, il monte dans sa voiture côté passager. Voilà. Quelqu'un d'autre le conduit. On a du visuel, c'est bon, on a du visuel. Romuald et son collègue ne veulent pas le lâcher d'une semelle. Pas évident en effectif réduit. On va voir où est-ce qu'il se pose. On va essayer de laisser de la distance entre nous parce qu'on n'a qu'un seul véhicule, on n'a pas de voiture relais. La difficulté, c'est de ne pas se faire repérer. Il prend la file de gauche là-bas. De ne pas se faire repérer. Parce qu'on n'est pas trop nombreux sur le dispositif, il n'y a que nous alors. Ça limite. Hein. La première destination, un fast-food, ne leur apprend pas grand-chose. Colle. Si je coupe d'autorité, Bruno, te vexe pas, c'est parce que je suis à son cul. Hein. La seconde, en revanche, confirme une information capitale. Le suspect numéro 1 habite bien à l'adresse qui figure sur ses papiers. Là-bas, les immeubles, ils sont là-bas. Cette petite cité en périphérie de la ville. L'immeuble est là. Là, l'immeuble à droite, là. Le suspect vient d'y garer son véhicule. Romuald en profite pour mener une opération risquée. Le repérage des lieux. Là, Indispensable pour préparer une interpellation. Tu te gares à la limite vers les voitures blanches, là-bas, je vais y aller à pied. Impossible de l'accompagner dans la cité. Alors il repère les lieux équipés d'une caméra cachée. Son but, établir l'itinéraire exact jusqu'à l'appartement du suspect et déjouer d'éventuels obstacles. Bonjour, monsieur. Bonjour. Sur la boîte aux lettres, il repère son nom, l'étage de son appartement et en silence, il grimpe jusqu'à son palier. Deuxième étage, porte gauche. De précieuses informations pour l'unité qui devra enfoncer cette porte. D'accord, ok. D'accord. Au passage, il a remarqué que l'interphone à l'entrée de l'immeuble ne serait pas un obstacle. L'ouverture en bas, bon, le mécanisme est cassé, donc aucun problème pour entrer dans la cage d'escalier. Là, ça va être sur la droite. Dans la foulée, les gendarmes font un détour par une autre commune toute proche, celle où réside l'homme de main. Vas-y, je vais te dire... L'agresseur qui, selon les victimes, s'est montré le plus violent. Ensuite, au bout. Attends, non, au bout, hein. Au bout, là-bas. Attends, va doucement. Ça va être à l'angle à gauche, là. Ils ont trouvé son adresse sur son permis de conduire. Ah, c'est là où il y a la voiture bleue. L'homme habite chez ses parents dans ce pavillon qui semble facile d'accès. Ah bah là, ça va quand même. Et l'individu est sur place, comme l'indique sa voiture, en stationnement. Il faut faire celle qui est garée là. C'est celle-là, de toute façon. C'est une Golf plus, c'est toute neuve, c'est celle-là. Romuald et son collègue pensent tenir les 3 agresseurs et un scénario crédible. Mais pour lancer les interpellations, ils doivent convaincre maintenant leur hiérarchie. Retour à la gendarmerie de Brignoles. Moi, ce que je veux, c'est que avant qu'on voit la ligne de vie, que l'on poursuive sur vos investigations. Alors, à partir de là, qu'est-ce que l'on a? l'ADN est positif. Pour Romuald et son collègue, c'est l'heure du grand oral. Devant le commandant de la compagnie, Éric Lavagna, ils rejouent toute l'histoire de leur enquête. Et visiblement, ils ont convaincu leur supérieur de déclencher l'opération coup de poing. Donc, l'opération, on va la caler pour mercredi matin, 6h. D'accord. Mais le véritable enjeu de cette réunion, c'est d'évaluer la dangerosité des suspects. Et le commandant va muscler le dispositif. Alors, il y en a 2 qui sont connus et sensibles de détenir des armes à feu. Ouais. On va demander les moyens extérieurs. Donc 2 équipes de niveau peloton d'intervention, pays de G. Merci bien. Voilà. Pour les 2 principaux agresseurs potentiellement armés, la compagnie de Brignoles va faire appel à une unité de choc spécialisée dans les interventions dangereuses. Pour
Pour cette étape stratégique de l'affaire, Romuald met dans le coup des gendarmes un peu particuliers, basés à 150 km de Brignoles. À Orange, bouclier en Kevlar, fusil d'assaut, c'est le peloton d'intervention de deuxième génération, le PI2G. 34 super gendarmes experts en interpellation musclée. Avant l'opération prévue demain, le PI2G va répéter la manœuvre dans les moindres détails. Ok les gars, je vous rappelle, demain matin, intervention profit compagnie de Brignoles, 2 objectifs. Donc ce matin, je vous demande de vous remettre dans les conditions réelles et on travaille pour intervenir en sécurité demain matin. Ok, en place les gars. Pour ces hommes, l'étape la plus délicate demain, ce sera l'ouverture des portes. Pas question de sonner, ils veulent profiter de l'effet de surprise. Première technique, la cartouche de céramique. Le fusil, c'est un Remington 870, donc calibre 12. On tire la cartouche céramique qui a un gros pouvoir de pousser au niveau des verrous. On va tirer au niveau de la porte, au niveau du bois, et elle va pousser le pin et l'extraire. Des cartouches puissantes, mais sans danger pour les occupants du domicile. Demain, la manœuvre devra être précise et rapide. Alors le PI2G s'entraîne dans un environnement identique à celui qui l'attend. Deuxième étage, porte gauche. Mais ces cartouches de céramique ne suffiront peut-être pas. La porte est parfois renforcée et l'unité doit sortir l'artillerie lourde, ce vérin hydraulique. Donc là, c'est pour toutes les portes blindées. Ça a 19 tonnes de pression et de poussée hydraulique. C'est quoi dans le dos? Justement, la bonbonne qui contient tout ce qui est l'huile pour la pression, quoi. Une machine baptisée le Door Raider, en français le braqueur de porte. Le principe est simple. Le gendarme installe les vérins dans l'encadrement. Et il envoie de l'huile sous pression qui fait plier ses barres de fer et enfonce la porte. Alors, cartouche de céramique ou braqueur de porte? Voilà pourquoi les gendarmes effectuent des repérages avant chaque intervention. T'as pas vu Pascal d'Oriance? À Brignoles, à la brigade de recherche, c'est l'heure du dernier briefing. Ah bah c'est bon là. Car une fois les portes défoncées, il va falloir faire avouer les suspects en garde à vue. Romuald et son collègue ont mené toute l'enquête de leur côté, mais cette fois, ils vont avoir besoin du renfort des autres enquêteurs. Interpellation 6 h du matin. Les perquisitions, je parle du dossier donc pour toi Philippe. Le PI2G te tape le mec. Romuald distribue les rôles. Chaque suspect sera pris en charge par un gendarme. Dans la salle, Laetitia Berthier, la seule femme de l'équipe, 37 ans, maréchal des logis-chefs. Elle a déjà 6 ans d'expérience en brigade de recherche. C'est une habituée des interrogatoires difficiles. Demain, elle aura une mission délicate, entendre l'homme de main le plus violent selon les victimes. Donc cet objectif aurait participé donc, au vol avec armes et violences aggravées. Hein. Mais dans le dossier, il y a peu d'éléments contre lui. Seulement la présence de son téléphone portable sur les lieux de l'agression. Alors l'enquêtrice devra passer son domicile au peigne fin à la recherche de preuves. J'ai fait un petit listing justement pour la perquisition. Donc savoir exactement ce qu'on va rechercher au domicile de cet individu. Donc les bijoux, les différents bijoux que les victimes nous ont décrits. Une arme que les victimes se sont fait voler au domicile. L'individu portait un bas blanc sur le visage lorsqu'il a opéré.
Il portait des gants jaunes. Si on les trouve à son domicile, effectivement, ce sera très intéressant. Et si elle ne trouve pas ses preuves, Laetitia n'aura plus qu'une seule solution. Tenter de faire avouer le suspect dans les quelques heures de la garde à vue. Allez, allez, vous pouvez parler les enfants. Le lendemain matin, le PI2G a sorti les tenues d'intervention. Et Romuald est un peu stressé. On se sent comment là? Oh, le stress il monte un petit peu, mais c'est sympa. C'est du stress positif. Ouais. Non, c'est bon. Pour lui, c'est l'aboutissement d'un mois d'enquête et les questions se bousculent dans sa tête. Bon, bah c'est génial. Les suspects seront-ils chez eux? Vont-ils résister? Trouvera-t-il les preuves nécessaires? La tension est à son maximum. Allez, sois fort. Hein. Dans la nuit, l'unité de choc commence sans bruit sa progression dans la cité. Première cible, le suspect numéro 1, celui qui a perdu sa cagoule pendant l'agression. Le PI2G grimpe les étages dans un silence absolu. Et à 6 heures tapantes, les cartouches de céramique enfoncent la porte. Réveillé en sursaut, le père du suspect indique la chambre de son fils. Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, toi? Comment tu t'appelles? Mets-toi sur la main! Mets-toi sur la main! Comment tu t'appelles? Ton nom? L'homme esquisse un léger sourire et refuse de donner son nom. Il refuse de donner son nom. Comment tu t'appelles? Fais comme ça, je comprends pas moi. Non mais doucement, doucement, doucement. Mais t'as réveillé maintenant? Non mais c'est bien lui. Romuald peut faire son entrée. T'inquiète. Porte fermée, porte verrouillée. Porte verrouillée? Ouais. Bonjour monsieur. Attends. Mon père va faire. S'il te plaît, mon père va faire. Que les choses sont bien claires. S'il te plaît. Tu m'écoutes? Oui. On est là pour toi. Oui. Il n'y aura pas de chantier avec ta famille. On va pas faire le bazar, t'inquiète pas. La famille est tenue à l'écart dans les autres pièces. Et l'enquêteur part immédiatement à la recherche des preuves, à commencer par... L'arme, ton arme. Ton arme à toi. Tu as un calibre? Moi 357. Non, mais je rien du tout. Je te jure, je rien du tout. Bon, tu veux venir ou pas? Ok. Va voir. On fait monter le chien. Les gendarmes comptent maintenant sur le flair de ce chien. Il est capable de détecter les armes, les billets de banque et les stupéfiants. Cherche. Dis-le s'il y a du produit, on va tout foutre en l'air. Dis-le s'il y a du produit. Laisse-tu. L'animal trouve une balance de précision, accessoire indispensable pour un dealer. Mais pas d'armes, ni de cocaïne. Remettez-le, c'est rouge. Bordel pour rien du tout. Oui, certainement, mais comme d'habitude, c'est une erreur judiciaire. Non, mais c'est une horreur, une horreur. Tiens, y'en a qui peut me filer un coup de main là? Sortir, faut fouiller les sacs aussi. Sinon, on va y passer la nuit là. La perquisition ne donne rien. La cave, ça serait intéressant de le chien. Alors que le suspect est embarqué, son père, lui, s'inquiète pour la porte de son appartement. On va vous laisser un papier. Vous écrirez et vous serez remboursé, monsieur. OK? C'est la loi, la justice paiera les réparations. Jette un œil sur la sacoche. Contre le suspect numéro 1, Romuald dispose déjà du témoignage de la victime et de son ADN sur la cagoule. C'est parti au véhicule, les gars.
En revanche, pour les autres suspects, il doit à tout prix trouver des preuves accablantes. Putain, je savais pas quoi faire ce soir. Au même moment, à quelques mètres de la cité, d'autres gendarmes équipés d'une caméra s'approchent de la deuxième cible. Le SDF, qui aurait servi de chauffeur pendant l'agression. Ok, mets-toi là, Pat, tranquille, tranquille. On gère, je regarde ses mains. Il dort dans la voiture de l'homme à la cagoule. Oh, tu ouvres mon pète! Il refuse d'ouvrir la portière. Tranquille. Allez, c'est parti. Mets les mains sur la tête! Mets les mains sur la tête! C'est la gendarmerie! Croise les doigts! Croise les doigts, croise les doigts, croise les doigts. Ok. Mets-toi assis, viens. Je te mets en garde. Pendant la perquisition, pendant le transport à la brigade, tu joues pas au con. Tu viens de comprendre là qu'il faut pas jouer avec nous, d'accord? Sous le choc, le jeune homme coopère. Et sur ses indications, les gendarmes vont fouiller son propre véhicule garé dans ce parking. Une 405 dans laquelle il ne peut pas dormir, il y entrepose toutes ses affaires personnelles. Et au milieu des sacs et des vêtements, surprise. C'est un calibre 38, c'est un poudre noir calibre 38 qui est chargé. Les gendarmes retrouvent l'arme de collection volée chez les victimes, une preuve capitale qui implique le SDF dans cette affaire. 2 suspects sont déjà en garde à vue, mais à 15 km de là, la tension monte pour Laetitia. Bon, juste pour te dire qu'on est au niveau de la coopérative, là on est à 2 minutes de l'objectif. Hein. Elle s'apprête à interpeller l'homme de main, le plus violent selon l'hypothèse des enquêteurs. Moi je prends la prochaine, la suivante, et 3 maisons plus loin. 3 maisons. Notre but, donc, c'est cette maison-là, vous voyez. Une maison, elle est très significative parce qu'elle est sur 2 niveaux. Et si jamais ils sortent, moi je serai en plus ici parce que le but, c'est s'il y a son frère et lui qui sortent en même temps, nous on a pris pour objectif, tant que notre groupe n'est pas là, on interpelle tout le monde et on les garde au chaud. D'accord. C'est quand même pas anodin, c'est l'interpellation un peu musclée. On ne peut pas éviter le fait que ça puisse être un individu dangereux, quoi. En quelques secondes, le pavillon des parents du suspect est encerclé. À l'étage, le pays de G interpelle un homme dans son lit. Il me tient, faut que tu te fasses, putain! Après vérification, c'est en fait le frère du suspect. Vous voyez pour les enfants là L'individu recherché se trouvait au rez-de-chaussée. Il est menotté dans la cuisine. Là. Alors, vous êtes en garde à vue pour les motifs de vol avec arme et violence aggravée. Comment? Commis le dimanche 22 janvier vers 3h30. Ok? Vous avez compris ou pas, monsieur? Je vous expliquerai après dans les détails, mais vous avez compris les motifs de la garde à vue ou pas? Oui? Oh, j'ai rien fait. Ça, vous expliquera après. Est-ce qu'il y a des armes ici? Non. Est-ce qu'il y a de la drogue? Alexandre, ça, des aiguilles, des choses comme ça? Non. Des choses dangereuses. Vous avez le droit d'être examiné par un médecin? D'accord? Vous avez le droit d'être assisté d'un avocat dès le début de la garde à vue? Pour pouvoir fouiller la maison dans le calme, Laetitia prend le temps de rassurer la famille. La mère du suspect est sous le choc. Sachez que si on vient ici, c'est pas par hasard. C'est qu'il a des choses à nous dire. Pleurez pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hey, vous êtes sa maman, il est grand. S'il a fait des choses qui sont pas bien, il assumera. On est d'accord? Là, j'ai pas le droit de savoir ce qu'il a fait. Il est majeur, madame. Il a pas fait. Il est majeur. D'accord? C'est lui qui vous le dira, après. D'accord? Moi, je vous informe, comme quoi on va l'emmener avec nous. On a des questions à lui poser. Il a des choses à nous dire. Et vous veillez sur mamie, hein? Attention. Fais confiance, hein? Surtout dans ces conditions-là, effectivement, quand il y a un cassage de porte, c'est toujours l'environnement qui est difficile à gérer. Donc il faut calmer les esprits.
Bonjour monsieur, je suis chef Berthier, je suis de la gendarmerie nationale de Brignoles. Je suis avec mes collègues. Oui, Romuald? Ouais, individu interpellé. D'accord. Donc c'est bon, on a calmé un petit peu les esprits, hein, parce que forcément, il y a un impact. Hein. Mais l'objectif est ferré, il n'y a pas de souci. Un piston. Monsieur, est-ce qu'on va trouver certaines choses ici qui ne vous appartiennent pas? Dites-nous-le tout de suite. Non. Mais moi, je me sens même pas coupable. Je sais même pas pourquoi vous venez chez moi comme ça. On ne dit pas que vous êtes coupable, monsieur. Vous pouvez y aller. Il me parle de braquage à main armée. Jamais je ferai un braquage à main armée. Laetitia sait qu'elle a peu d'éléments contre lui, alors elle va rechercher des preuves. Comme le bas blanc qui couvrait le visage de l'homme de main. Et l'arme, le 357 Magnum qui a servi aux agresseurs. Tous les recoins. On regarde partout. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Il y a beaucoup de marques assez chères, que ce soit en vêtements ou en lunettes. Donc ça peut dénoter un train de vie particulier. Dans les médias, on ne peut rien affirmer, comme quoi ça ne lui appartient pas. Maintenant, effectivement, bourrin et cuisinier, moi en tant que gendarme, j'ai pas autant de marques de vêtements. Un train de vie troublant, mais ni armes, ni drogue. Et aucune trace non plus du bas blanc avec lequel l'agresseur s'était couvert le visage. Alors s'agit-il vraiment de l'homme de main? Si c'est lui, Laetitia va devoir obtenir ses aveux. Et il faut le faire vite. Une garde à vue dure au maximum 48 heures. Plus les heures passent et plus le temps de garde à vue est empiété, hein, donc le temps d'audition. Donc là, quand on va arriver, il va y avoir le médecin qui va devoir intervenir et ensuite, donc on commencera l'audition et le vif du sujet. Toutes les minutes sont comptées. Comment l'enquêtrice va-t-elle s'y prendre? Et que va-t-elle découvrir? Selon l'hypothèse de Romuald, voilà le scénario de l'agression. Il y a l'homme à la cagoule qui a tout organisé. L'homme de main, le plus violent, et le SDF qui a servi de chauffeur. Mais cette version va-t-elle se vérifier? Pour l'heure, l'adjudant-chef est plutôt confiant. Les interpellations sont un succès. Ah ouais, ça fait un moment. Ça fait un moment. Merci pour tout, les gars. Bonjour. Bonjour. Tu n'as pas fait le bisou? D'accord. D'autant qu'en arrivant au PC d'enquête, il découvre l'arme volée chez les victimes et trouvée lors des perquisitions. On revient là. Ça va. Il est chargé, donc on a le flingue, les cartouches et les cartouches de chasse et les cartouches. 32. Pas belle la vie. Magnifique. Magnifique, les gars. Si tu touches, tu fais gaffe, il est chargé. Je touche pas, moi, ça. Attends, décharge-le-moi, ce bordel-là. Non, tu peux pas décharger, tu peux pas. Bah, faut faire péter les cartouches dehors. Hein. Pour lui, aucun doute. Le trio va devoir s'expliquer. Les auditions commencent. Il y a une deuxième voiture. Et face au principal suspect, les gendarmes sortent immédiatement leurs atouts. La victime qui le reconnaît et son ADN retrouvé sur la cagoule. Putain, il y a ta putain de cagoule qui est là-bas, bordel. Ouais, mais je sais pas, c'est pas moi. Explique-moi pourquoi t'es monté là-haut. Mais où là-haut? Dans la baraque. Putain, où on parle de quoi, bordel? Tu te prends pour un bouffon, quoi. Comment je te prends pour un bouffon? Eh ben alors, on parle de quoi, là? On parle de la baraque, ouais, mais bon, moi, je sais pas. Il y a ta putain de cagoule avec un ADN dessus. Et alors? T'as compris ça? Mais c'est pas moi, c'est pas moi. Alors c'est qui? Quel j'en sais, moi, qui sait? C'est ce que c'est qu'un ADN. T'étais pas à Marseille, ton putain de téléphone il déclenche sur place. Ton téléphone c'est le tien. Là, c'est pas la peine de discuter, ça sert à rien. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? C'est tout, c'est pas... Putain, si t'es net, tu mens pas. Pourquoi tu mens? Pourquoi quand je te demande si t'es connu? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Mais tu peux sauter au plafond. Pourquoi tu mens? Moi, tu me fais pas peur. Pourquoi tu mens? A priori, l'affaire se révèle plus compliquée que prévu. Les gendarmes ne pourront pas compter sur des aveux immédiats. Autre mauvaise nouvelle, le SDF, qui selon l'enquête servait de chauffeur, refuse lui aussi de se mettre à table. Romuald tente alors de semer la zizanie entre les suspects. C'est des Mickey, hein. C'est des Charlots, tes deux petits copains, là. C'est ta vie que tu joues. Même si t'as pas été sur les lieux ou autre, mais moi je le sais, je connais la vérité.
Même si tu veux pas dire que tu n'as pas été sur les lieux et tout, tu es au parfum de l'agression. Alors, arrête. Tu as 48 heures pour sauver ta vie, là. C'est une affaire criminelle. C'est plus la vente de chichons, c'est plus tirer une bagnole ou autre. Ok? Vous êtes passé dans le haut de gamme, les gars, là. Moi, ce soir, je dors chez moi. Toi, je sais pas où tu vas dormir. Ce soir, tu vas dormir dans la cellule, c'est sûr. Mais les 15 ans qui restent, là, réfléchis bien où tu veux dormir. Allez, ciao. Mais réfléchis bien. Tout repose donc maintenant sur les épaules de Laetitia et l'audition de celui qui semble être l'homme de main. L'enquêtrice sait que les autres suspects ne lâchent rien, mais elle tente un coup de bluff. Allez. Je vous dis une chose, si vous avez quelque chose à dire, il faut le dire maintenant. Ce que vous savez, il faut nous le dire. Parce que les copains, à côté, ils vont pas vous louper. C'est pas moi qui a fait ce que vous êtes en train de dire. Ça m'embêterait d'aller en prison pour rien. Parce que j'ai rien fait. Raté. Lui aussi clame son innocence. Et pire, au détour d'une phrase, il livre une information qui fait l'effet d'une bombe. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier ce week-end-là? Est-ce que vous avez rencontré des gens en particulier, des amis? Je suis allé chez mon ami jouer aux cartes. J'ai prêté mon téléphone à mon ami qui est parti. À qui? Votre téléphone portable? C'est ça. Rebondissement inattendu. Le week-end de l'agression, le suspect aurait prêté son portable à un ami. Le seul élément matériel qui permettait de le mettre en cause tombe à l'eau. Et l'homme paraît crédible. Pourquoi vous lui avez prêté votre téléphone? Souvent, je lui prête pour qu'il appelle. Et je l'ai récupéré le lundi dans l'après-midi. Mais je m'en rappelle plus là exactement. Et son adresse? Il habite à côté du bar. Celui que les gendarmes considèrent comme dangereux semble à deux doigts de fondre en larmes. Je suis énervé. Ça vous fait quoi? Ça me fait mal, j'ai pas l'habitude moi de tout ça. Allez, on monte. Sous toute vraisemblance, moi de mon impression personnelle et ce que j'ai pu ressentir, que ce monsieur a dit la vérité. Donc c'est douloureux pour lui, je pense que c'est quelqu'un qui a pas eu de chance dans cette histoire, quoi. Qui s'est fait avoir par des relations pas très bonnes autour de lui. Et effectivement qui a été pris au piège dans quelque chose qu'il n'avait pas pensé. Bilan de la journée, un homme de main qui n'est peut-être pas le bon. Un nouveau suspect qui sort de nulle part et aucun aveu. Pour faire des recoupements, t'as pas de retour éventuel, quoi? Ce soir, Romuald n'a plus du tout le sourire. Notre monsieur, là? Non, que dalle. Il a prêté son téléphone le soir des faits. Vous y croyez? Faut vérifier. Les gardes à vue sont prolongés de 24 heures, le temps d'interpeller le nouveau suspect, celui qui aurait été en possession du portable repéré sur les lieux de l'agression. Et pour les gendarmes, demain, ce sera la dernière chance de découvrir la vérité. Oui. C'est là où il est, sur les relais. Le lendemain matin, Laetitia est perplexe. Il a récupéré le lundi. Après-midi. Et là, il téléphone à papa. Le 23. C'est ça. Ça, le 23, bon. La version de son suspect ne colle pas vraiment avec ses facturations téléphoniques. Il affirme avoir prêté son portable le week-end de l'agression, mais pendant cette période, il envoie plusieurs messages à des proches. Et dans l'après-midi, il a reçu un coup de téléphone de lui. Écoute, on lui posera la question, pas de souci. L'homme aurait-il donc menti à Laetitia? Il s'est concentré, oui. Parce que là, il va falloir quand même qu'il soit suffisamment convaincant, parce que j'aime pas qu'on mente. Donc, si effectivement il m'a menti, on va passer à une autre vitesse. J'ai bien voulu vous faire confiance, mais depuis hier soir, je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous avez menti. Donc c'est pour ça que je change un petit peu de ton ce matin. Vous avez des choses à nous dire, je le sens, je le vois. Il y a quelque chose qui vous pèse, je vous l'ai déjà dit hier. Maintenant, il va falloir que ça sorte aujourd'hui. Est-ce que vous savez qui a fait ça? Oui.
Oui? C'est qui? Qui a commis les faits? Laetitia n'aura même pas besoin d'évoquer ses factures de téléphone pour que le suspect passe aux aveux. Le soir de l'agression, 2 amis lui demandent de les conduire à Riance. On dit d'aller à Riance, de les attendre dans un coin, qu'ils allaient voir un ami. Et après, en remontant dans la voiture, j'ai compris qu'ils ne sont pas allés voir des amis à eux. Qu'est-ce que vous avez compris? Ils avaient fait une grave connerie. Pourquoi? Tous les deux, ils tremblaient. Mais moi, j'ai rien fait. L'homme de main ne serait donc pas entré dans la maison. Il aurait attendu dans la voiture. Dans la foulée, il livre même les noms de ses complices. Qui a commis les faits? L'homme à la cagoule, trahi par son ADN. Et cet ami à qui il prétendait hier avoir prêté son portable. Il s'est mis à table. Romuald retrouve des couleurs. Il en est sûr, ses premiers aveux seront décisifs. C'est tout le rebondissement de l'enquête et je pense que les autres vont être bien obligés de se mettre à table grâce à cette audition. S'il y en a un qui craque, généralement les autres craquent. Voilà, donc on poursuit. Le 4e homme mis en cause par ses premiers aveux vient à son tour d'être interpellé. Alors quel rôle a-t-il joué la nuit de l'agression? Il a une trentaine d'années, il travaille et n'a aucun antécédent judiciaire. Les gendarmes le suspectent d'avoir été le véritable homme de main, le plus violent de la bande. Contre lui, ils n'ont qu'un simple témoignage, aucune preuve. Mais le faire parler va se révéler plus facile que prévu. J'avais fait le point avec mon avocate au tout début. On en a discuté. Elle m'a dit le mieux c'est de tout dire, de faire en sorte de reconnaître mes torts, parce que j'ai mes torts. On explique l'histoire comme elle s'est passée, comme ça au moins je sais que je vais être franc, vous verrez que je ne pourrai pas mentir. C'est toute une première fois, c'est tout nouveau pour moi. Il va tout raconter dans l'espoir d'une peine moins sévère. J'ai un ami qui est venu me voir en me disant que j'ai un bon plan. Une info qui m'est parvenue, comme quoi des gens détiendraient stupéfiants. Avec l'alcool, je suis parti comme ça. Je suis parti braquer des gens qui sont dans l'illégalité. D'accord, l'objectif c'était de reprendre la cam pour la revendre derrière, forcément. Moi, ça n'aurait pas été mon affaire, à la limite. D'accord. Parce que moi, je ne connais pas pour ça. Vous auriez été homme de main sur ce coup-là seulement? J'aurais eu ma part du gâteau. Je me suis dit, c'est un bon coup de... vous savez, j'ai 3 à 4 mois de retard de crédit de voiture. Je me dis, c'est un bon coup. Avec cet argent-là, je vais vite rembourser les 3 à 4 mois de retard de crédit que j'ai. Et puis, avec un peu de chance, ça va passer. Si ça passe pas, ben... Et puis... Un besoin d'argent qui pourrait envoyer ce jeune homme devant une cour d'assises. Le gendarme veut savoir si c'est bien lui qui a frappé les victimes avec notamment un ordinateur portable. C'est vrai que j'ai mis que des claques. D'accord. J'ai mis, allez, pas... Je ne me rappelle plus avec l'alcool, je ne me rappelle plus combien j'en ai mis. Il est vrai que j'ai mis 2-3 claques, non, mais j'étais obligé, j'avais pas d'arme. Il fallait qu'il m'écoute. D'accord. C'était plus le moment de faire machine arrière. Il y a un ordinateur qui a été utilisé à des fins qui ne sont pas les premières. On va dire pas comme ordinateur, mais plutôt comme... Je l'ai jeté dessus l'ordinateur, c'est vrai. Je ne l'ai pas tapé avec, je l'ai jeté dessus l'ordinateur. Bon, ça nécessitera d'être précisé parce que c'est pas vraiment sa version non plus, quoi. À qui ça? À la victime, qui s'est fait fracasser l'ordinateur sur le crâne. C'est n'importe quoi, parce que ni j'ai fermé mon poing de tapant, j'ai mis que des claques, et l'ordinateur j'ai jeté dessus. J'ai peut-être jeté dans la figure, d'accord, mais j'ai jeté dessus, je ne l'ai pas tapé avec. Ça c'est sûr. Le scénario n'est pas celui imaginé par Romuald au début de l'enquête, mais le puzzle semble presque reconstitué. Reste à faire craquer le suspect numéro 1, l'homme à la cagoule, mis en cause par ses 2 complices. J'y étais. Ouais. D'accord? On lui a expliqué, on lui a dit voilà ce qui se passe, il dit ok c'est bon j'y étais. Il dit ok moi j'y étais. Il dit qu'il est avec vous. Avec moi? Avez-vous des précisions à nous apporter concernant votre participation au fait? Oui, j'étais là. Ah!
Oui, j'étais là-bas. Gifle, coup de poing, coup de pied. Je me rappelle pas comment elle a frappé. Il avait quelque chose pour les frapper? Non, on n'avait rien, franchement, on n'avait pas d'armes. Tout concorde, sauf un détail aggravant. Les victimes maintiendront qu'il était armé d'un 357. Le trio, en tout cas, est au complet. Une seule question reste sans réponse, celle que Romuald se pose depuis le début de l'enquête. Quel est le véritable mobile? Pour les gendarmes, c'est le moment de réentendre celui qui est au cœur de l'affaire. Le fils des victimes, qui va passer un sale quart d'heure. Après avoir changé plusieurs fois de version, il finira par livrer toute l'histoire. Alors, maintenant c'est la vérité, comme je te dis, ou la garde à vue. Tu choisis. Alors tu me dis ce que tu avais comme embrouille avec... Là, si je vous dis la vérité, j'aurais rien. Si je vous l'ai dit. Et t'as intérêt de la dire maintenant? Non, oui, mais si je vous l'ai dit, j'aurais pas de garde à vue ni rien. Non. Je t'écoute. Je lui dois 2000 €. C'est pour ça que pour moi il m'a menacé. Donc il était venu chercher son pognon. Bon. Et 2000 € pourquoi? Il y avait pour de la cocaïne et il y avait du shit. C'est lui qui t'a fourni? Ouais. Oui, c'est lui qui m'a fourni. Une dette de 2000 €. Voilà donc la raison de cette expédition sauvage qui aurait pu tourner au drame. Le dealer principal qui aurait été en magouille avec et toute la clique. Parce que bon... Romuald boucle une enquête qui a duré 1 mois, épuisé par ses dernières 48 heures à rebondissement. Satisfait, oui. Un peu déçu de ne pas avoir retrouvé le calibre, le 357, qui a servi à l'agression, et ne pas avoir découvert les bijoux dérobés auprès des victimes, enfin sur les victimes. Mais très satisfait du résultat concernant l'interpellation des individus. Les 2 agresseurs principaux, l'homme à la cagoule et l'homme de main, sont aussitôt incarcérés. Ils encourent jusqu'à 15 ans de prison pour attaque à main armée. Le chauffeur sera jugé pour complicité. Il est placé sous contrôle judiciaire et ressort libre après 48 heures de garde à vue. Tout comme le SDF, poursuivi pour le recel de l'arme de collection volée chez les victimes. Le fils du couple agressé, lui, va se trouver au centre d'une 2e enquête, cette fois pour trafic de stupéfiants.